Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, niché au cœur du 14e arrondissement de Paris, le musée Shana Orloff regroupe les œuvres de la sculptrice dans un cadre intimiste. Basil Beaune est notre invité du jour. Cet artiste à l'imaginaire fourmillant d'idées nous reçoit dans son atelier. Soutenu par un storytelling bien ficelé, Simon Porte-Jacquemus s'est imposé dans l'univers de la mode. Décryptage. Qu'elles soient d'os, d'écume de mer ou de bois, Pierre Voisin donne naissance à des pipes de toutes formes. Un savoir-faire précieux. Avant de rencontrer l'artiste Basil Beaune, tout de suite point de vue. Il est dans le monde de l'art contemporain des œuvres qui font scandale et celle du Britannique Anish Kapoor n'a pas manqué à l'appel. Présentée dans les jardins du château de Versailles, l'installation Dirty Corner affiche une connotation sexuelle évidente que l'artiste a d'ailleurs assumée. Vandalisé et tagué de propos antisémites, Kapoor avait tout d'abord pris le parti de les laisser afin de montrer au public ce témoignage de l'intolérance. Plus tard, il les ornera de feuilles d'or, donnant une seconde peau à son œuvre. Les femmes ont de tout temps inspiré les artistes. L'ouvrage Héroïne de Cléopâtre à Wonder Woman revient sur l'identité de ces dernières, muse, personnalité historique ou de l'ombre. De la patiente Pénélope à l'invincible Wonder Woman, en passant par la reine Elisabeth Ier et la révolutionnaire Olympe de Gouges, on en apprend plus sur ces femmes qui ont marqué l'histoire et furent trop souvent relayées au second plan. Un livre à mettre entre toutes les mains. Défiant les lois de la gravité, les chandeliers bleus du designer Thomas Dariel s'imposent comme une source de lumière véritablement décalée et branchée. Installé à Shanghai, le créateur propose une réinterprétation asymétrique du candélabre dans un coloris unique bleu indigo. Dariel modernise alors l'esthétique des chandeliers classiques en faisant éditer cette pièce en 2017. On vous laisse le choix entre les poser sur votre table ou déambuler avec un bonnet de nuit dans les couleurs obscures d'un château. Notre musée du jour est dédié à l'artiste sculptrice Shana Orloff, une figure majeure de l'art du XXe siècle qui marqua les esprits. Il est tout de suite vraiment reconnu comme un sculpteur à part entière par les autres artistes. Sculpter, c'était quand même un métier d'homme. Et qu'on ne l'encourageait pas beaucoup, mais en fait, rien ne pouvait l'empêcher. Cette femme d'exception, c'est Shana Orloff, dont l'œuvre s'apprécie dans les plus grands musées d'art moderne, mais aussi dans l'intimiste musée Atelier qui porte son nom et où elle a vécu et travaillé à Paris. C'est sa petite-fille, Ariane Tamir, qui assure la pérennité du lieu. Originaire d'une famille juive ukrainienne qui émigre en 1905 en Palestine, c'est en effet en France que Shana Orloff deviendra artiste. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle arrive en 1910 à Paris comme petite couturière et qu'en 1912, ça veut dire 2 ans après, 2 ans plus tard, elle peut montrer ce torse qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, qu'elle soit extrêmement stylisée, qu'elle s'inscrive dans un tube, qu'elle soit coupée à mi-jambe et pourtant qu'elle ait cette espèce d'élongation. Elle est vraiment dans son siècle, à l'avant-garde du XXe siècle. Très vite, Shana Orloff se fait un nom et peut presque immédiatement vivre de son art. Elle s'impose notamment comme portraitiste du tout Paris. L'intelligentsia de l'époque se bouscule à sa porte pour être immortalisée par son regard qui ne fait pas de compromis. Alors ici, on a quelques écrivains, bon, Edmond Fleck, Anaïs Nin évidemment, les psychanalystes comme le docteur Alindi, qui est psychanalysé entre autres Anaïs Nin, Pierre Macorlan, Pierre Charot, l'architecte, Madeleine Vionnet, ça c'est la haute couture, Ludmilla Pitoev, c'est le théâtre. Et les témoignages de l'époque disaient qu'elle nous asseyait dans un fauteuil et puis elle tournait autour de nous en faisant beaucoup de petits croquis et elle nous posait des questions. Et comme on a tendance, quand on répond, à chercher la personne du regard, eh bien on bougeait. Et c'est ça qu'elle cherche, elle ne veut pas qu'on pose. Et après, elle dit avec son français amusant, quand j'ai ce dont j'ai besoin, j'envoie balader le modèle. Et là, bon, c'est le travail de la création qui commence. Elle n'a pas un point de vue ni humoristique, ni politique, ni satirique. Elle a son regard d'artiste. Et c'est ça que les gens apprécient pour finir.
Les femmes représentent aussi un motif important de son œuvre. Et quand elle choisit ses modèles, il ne s'agit pas de gravures de mode ou de mannequins. Elle aime bien les femmes un peu solides, je dirais à son image pratiquement. Les pieds bien ancrés sur le sol, des hanches, des seins, des bras qui ont travaillé. Voilà, elle aime ce genre de femmes-là. Comme cette femme au panier de 3,50 m de haut, dont un exemplaire est exposé en Israël. Elle symbolise le travail au champ et se tient droite, le visage fier. La statue existe dans différentes matières, comme souvent chez Chana Orloff. L'artiste travaille aussi bien le bois, le ciment, la pierre, la terre cuite, ou encore, dès qu'elle en a les moyens, le bronze. Elle va faire fondre toutes ses œuvres en bronze, ce qui va être une grande chance, puisque l'atelier étant été complètement vidé et pillé en 1943, il n'y aurait plus rien de cette période-là si son fondeur ne lui avait pas gardé ses moules et ses modèles. À son retour de Suisse, où elle s'est réfugiée pour échapper au nazisme, la sculptrice pourra ainsi reconstituer toute une partie de son œuvre d'avant-guerre. Mais les exactions de la Seconde Guerre mondiale laissent une autre trace dans la suite de son travail. Et ça se voit par exemple avec cette sculpture-là, qu'elle a appelée Le Retour. Vraiment, c'est une rupture avec les formes lisses, rondes, séduisantes d'avant. On a ici une sorte de penseur tragique, je crois, qui a l'air de se reconstruire, de reconstruire le monde, je ne sais pas. Et c'est cette matière-là qu'on verra apparaître maintenant dans la plupart de ces sculptures d'après-guerre. En 1968, Chana Orloff se rend à Tel Aviv où se prépare une rétrospective de son œuvre. Elle emporte notamment ce portrait dont elle ignore encore qu'il sera le dernier. Elle est terrassée par une hémorragie cérébrale en fait en plein travail. Ça va être donc sa dernière sculpture et ça tombe pas trop mal puisqu'on dirait presque qu'il y a une synthèse entre le lisse des années précédant la guerre et puis sa deuxième manière de travailler avec cette chevelure particulière. Chana Orloff meurt à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle près de 500 œuvres comme autant de traces d'une vie hors norme. Basil Bone connaît bien la céramique et c'est à travers ce médium qu'il nous plonge dans un univers riche et créatif. Voici son portrait. J'aime bien l'idée de pouvoir à un moment créer un décor complet, un univers où tout autour de nous, tout ce qu'on verrait à 360 degrés, serait un univers faux, en céramique, un peu un décor de théâtre. C'est vraiment ça l'idée, c'est de rentrer dans une forme d'art immersif, comme un peu transmettre la folie qu'il peut y avoir à certains moments dans ma tête, dans la matière. Bercé par un imaginaire qui flirtait entre religion, mythologie, mondes imaginaires et archéologie, Basil Bone s'est d'abord tourné vers des études d'architecture, mais a rapidement bifurqué vers l'artisanat pour se rapprocher de la matière. D'abord le cuir, à travers la maroquinerie et l'aventure peau, où toute une multitude d'accessoires prenaient vie sous ses mains, c'est finalement l'appel de la terre qui a eu raison de lui. Et c'est en quittant Bruxelles pour Paris que naissait alors la rencontre entre Basil et la céramique. C'est tellement malléable et c'est une évidence, on peut aller vraiment créer toutes les formes qu'on veut. Donc c'est vraiment très facile, comme très accessible, en tous les cas pour moi, hein, ce médium qui me permet de faire d'un tout petit objet ou de construire un temple, c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Et j'ai toujours aimé explorer les ruines et ce genre de choses. Et dans la terre, il y a ça aussi, il y a l'idée de cette fragilité. Donc construire un bâtiment aussi fragile, à la fois dur et fragile, c'est très poétique. Une poésie qui se retrouve toujours dans les œuvres de Basil, qui, comme une éponge, se nourrit du monde qui l'entoure, des histoires passées et présentes, pour raconter ses propres récits comme une catharsis. C'est vraiment un retour à l'enfance là depuis 2 ans. Et puis c'est très marrant à voir parce que finalement je sors, tout ce qui est peut-être j'ai gardé en moi enfant, que je communiquais pas forcément à l'extérieur, ces histoires que je raconte, que je faisais, je le racontais peut-être par mes cours de théâtre, etc. Mais ici finalement je refais la même chose mais à l'âge adulte et les gens ont de l'intérêt pour ça, c'est à mon grand étonnement et
Ma grande surprise, oui. C'est assez agréable. Et c'est cette catharsis qui a résonné en Justin, provoquant ainsi une rencontre humaine et artistique. Maroquinier, Justin l'a découvert avec Pau, puis a pris des cours de céramique avec Basile avant de l'accompagner sur l'installation d'une gigantesque fresque pour le château Françoise. Assez naturellement, je veux dire, je me suis identifié un peu à lui et aux œuvres qu'il a pu produire. Je l'avais vu justement réaliser la première fresque pour sa première exposition et l'aider à faire l'installation dans le château, qui est un lieu incroyable, et voir cette fresque gigantesque être installée sur les murs du château, enfin, c'était assez magique. Donc, Solo show en galerie, collection personnelle mais aussi commande privée, Basile Bone explore les possibilités sculpturales qu'offre la céramique. Travail à la plaque pour créer une fresque ou modelage plus libre pour donner vie à des formes, une approche monumentale qui l'oblige à composer avec certaines contraintes. Moi, je suis limité par la taille de mon four. Donc, je m'arrange pour que mon dessin, chaque partie fasse un maximum de 57 cm de longueur avant que ça réduise en séchant. Et puis maintenant, je vais modeler chaque partie. Elles vont venir s'incruster les unes au-dessus des autres pour pas qu'on voit les raccords entre chaque pièce. Ça me rappelle aussi les Lego, les jeux de construction que je faisais quand j'étais enfant. Toujours connecté à son premier amour, qu'est l'architecture, Basile construit, puis se rend sur les chantiers pour installer ses œuvres, comme ici pour le bar Le Petit Poney, situé dans le 2e arrondissement de Paris. C'est vraiment le moment où on voit l'œuvre telle qu'elle est, parce qu'avant on est dans une phase forcément de réalisation, de conception, mais on ne sait pas exactement ce à quoi ça va ressembler au moment de l'installation. C'est vraiment à ce moment-là que tout se met en place, aussi parce que les projets sont souvent très grands, et donc on ne peut pas les voir tant qu'ils ne sont pas posés, finis avec leurs joints. Et du coup, voilà, on est vraiment dans du chantier, c'est l'autre partie de mon travail, c'est vraiment l'installation des objets dans leur espace, quoi. Artiste de la scène parisienne, Basile Bone intrigue et nous fait rentrer dans son univers mythologique et fantastique, mais garde toujours un ancrage avec le monde qui l'entoure. Bonjour Basile. Bonjour. Basile, dans votre pratique artistique, vous vous considérez dans un mouvement généraliste éclectique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'éclectisme vient déjà de mon parcours. D'avoir fait plein de choses différentes. C'est ça, oui, de l'architecture, de la maroquinerie, de la céramique, du théâtre aussi quand j'étais plus jeune. Je suis un touche-à-tout, mais pas spécialement... Enfin oui, je peux aller très loin dans certaines techniques, mais j'ai pas spécialement envie de mettre l'accent là-dessus dans mon travail. Ouais. Après vos études d'architecture à la Cambre, à Bruxelles, vous avez commencé la maroquinerie, vous avez commencé l'artisanat. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la pratique de l'artisanat déjà? Alors, j'étais à la recherche d'un médium pour travailler. Et en fait, en revenant à Bruxelles, après mes études d'architecture, j'ai testé des techniques. J'ai testé de la soudure, j'ai testé de l'ébénisterie. J'ai pas trouvé de cours de sculpture qui m'intéressaient. Et puis finalement, je suis arrivé à la maroquinerie, qui est un peu un entre-deux, et qui permettait... Parce qu'en fait, j'aimais bien déjà l'atelier de maroquinerie, les outils qu'on utilise, l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, qui est assez concentrée, et aussi la possibilité de créer un objet de son design jusqu'à son aboutissement final, de A à Z. Oui. Et à quel moment l'artisan que vous étiez est devenu artiste? Alors, je pense que j'ai toujours été un artiste, mais c'est plutôt de l'accepter quelque part. Et la transformation, ou plutôt l'acceptation, s'est faite petit à petit, parce que je me suis retrouvé dans un bain artistique assez important. Et au fait, au fur et à mesure de discussions que j'ai eues avec les gens autour de moi, il y a des choses qui sont petit à petit débloquées. Dans votre enfance, Basile, vous étiez baigné dans la religion. C'était quelque chose qui était très important pour vous. Est-ce que ça continue à alimenter quelque part votre imaginaire ou c'est quelque chose que vous avez mis complètement de côté? C'est vrai que ça faisait partie de mon quotidien. Il y avait cette idée aussi, je pense, du temple, de l'église, qui est quelque chose d'encore récurrent dans mon travail aujourd'hui, qui est finalement un espace dans
lequel moi j'aimais bien être, parce qu'il me permettait de m'évader et de penser évidemment à la fois à la spiritualité, mais aussi à des choses fantastiques. Et qu'aujourd'hui, oui, je récupère des éléments du catholicisme notamment, mais d'un peu toutes les mythologies. Et d'ailleurs, vous avez créé la Maison Dorée, votre temple personnel, qui s'apparente encore une fois un peu à quelque chose de religieux, on va dire. C'est un projet sur le long terme, un peu à la manière du facteur cheval. Donc petit à petit, je crée des blocs, des éléments qui viennent s'empiler. Et en fait, c'est ce retour à soi, à ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, je pense à une forme de spiritualité aussi. Construire ce bâtiment, c'est construire un temple qui est le mien, qui raconte ce que moi j'ai envie et pas forcément ce que d'autres dogmes pourraient m'imposer. Ouais. Vous avez rencontré Juliette Sédou, avec laquelle vous avez organisé votre premier solo show. Cette exposition, Chaos et Désir, revenait un peu sur tout votre parcours et que finalement vous voyez une cohérence peut-être dans ce que vous faisiez du début, même si les choses étaient très différentes, jusque maintenant. On peut parler de l'évolution de votre travail? Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression que l'évolution de mon travail, c'est de revenir à l'essentiel et de réaliser aujourd'hui avec des techniques, avec une connaissance architecturale aussi qui est importante dans mon travail, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin, pour les commandes, forcément, je rentre dans un espace architectural, mais avec des techniques qui me permettent de réaliser presque ce que j'aurais fait enfant avec beaucoup moins de moyens. Et je pense que c'est ça la grande évolution de mon parcours, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Photogénie maximale, sens du spectacle et histoire fil rouge. Le créateur Jacques Mus s'est fait une place parmi les plus grands. C'est en mode. Pour construire une marque qui dure, il faut la créativité et le talent, la technique et le budget, mais à notre époque, il faut surtout savoir communiquer, raconter des histoires et bâtir un discours solide. Personne ne l'a compris aussi bien que Simon Porte Jacques Mus, qui, en 10 ans à peine, s'est fait une place de choix dans l'industrie de la mode. Pourtant, à première vue, ses vêtements ne sont pas les plus abordables, mais il a presque réussi à les rendre secondaires au profit d'un redoutable discours de marque qui séduit dans le monde entier. Jacques Mus, c'est le sud, le soleil, la Dolce Vita en bord de mer, des couleurs pop et des images naïves. Il démarre sa carrière en 2011 avec un pari audacieux, un défilé sauvage organisé pendant la Fashion Week. Repéré par quelques grands noms de l'industrie, il se ferait un chemin avec des créations naïves et colorées, des volumes enfantins, des références aux santons de Provence. En interview, Jacques Mus parle des rideaux qu'il découpait petits pour tailler des robes à sa mère, de son amour pour sa grand-mère et de son enfance dans les champs de lavande du Sud. 10 ans plus tard, il défile dans ces mêmes champs, fort d'une image sympathique qu'il ne cesse de peaufiner. Car le produit le plus efficace de Jacques Mus, c'est lui-même. Il se met constamment en scène sur les réseaux sociaux, se montre drôle et abordable, capitalise sur son personnage plus que sur ses vêtements. Il se spécialise dans les défilés photogéniques, comme ici pour l'hiver 2022, sur les collines de sel de Camargue. Un décor presque lunaire dans lequel défilent des silhouettes monochromes. Baptisée Le Papier, la collection est un clin d'œil à ses premières années quand il utilisait des matériaux naïfs et des coupes approximatives. Les vêtements sont comme froissés, pliés, du tulle et des guirlandes jaillissent, les pièces semblent ne tenir qu'à un fil. Tout est pourtant bien calculé pour faire savoir que Jacques Mus est désormais un créateur complet qui maîtrise l'architecture du vêtement et le parti pris radical. Il y a toujours une certaine candeur dans les silhouettes, mais elles sont plus structurées, plus réfléchies et plus matures, avec toujours en arrière-fond cette petite touche de sud solaire. Il parle de cette collection comme d'une page blanche, une façon de s'éloigner des silhouettes pop pour lesquelles il s'est fait connaître et de prendre son envol vers une mode plus proche de la haute couture. Il le fait à travers des tenues qui évoquent le mariage, et ce quelques semaines à peine avant ses propres noces. Une fois encore, sa vie est au cœur de son discours.
Simon Porte-Jacquemus est finalement un pur produit du XXIe siècle. Un jeune créateur monté sur Paris pour se faire un nom dans la mode, devenu une redoutable machine marketing. Un récit bien dans son époque et qui prouve qu'on peut faire de grandes choses à partir de petites histoires, à condition qu'elles soient très bien écrites. Armé de ses outils, mais d'une main délicate, Pierre Voisin travaille les matières pour créer des pipes aux accents artistiques. Voici le geste. C'est un petit peu comme Obélix qui est tombé dans le chaudron. Dans la potion magique, moi je suis tombé dans ce métier enfant. J'ai vu mon père travailler, j'ai vu l'entreprise familiale se développer et j'en ai pris la suite après. C'est quand même une entreprise familiale qui a 5 générations d'âge, qui a été créée en 1867 par mon aïeul. Donc je suis la 5e génération. Installé dans un petit village du Perche, après des années à la tête de l'enseigne parisienne La Pipe du Nord, Pierre Voisin est l'un des derniers maîtres pipiers de France. Un savoir-faire qui prend son véritable essor au XVIIe siècle lorsque l'on découvre les propriétés étonnantes d'une certaine essence de bois. Au début, les premières pipes qui ont été fabriquées étaient plutôt fabriquées en terre, c'était des moulages en terre. Et puis dans les années 1850, on a commencé à découvrir la bruyère. La bruyère, c'est ce bois qui a l'avantage de résister énormément au feu. Donc on peut fumer longtemps sans que la pipe ne s'abîme. Et ça, c'était un atout majeur pour la fabrication de la pipe. Donc à partir des années 1850, la fabrication de la pipe en bruyère a commencé à se développer avec son hégémonie dans les années 1900 à 1950, même plus tard, jusqu'en 1970-1980 à peu près. Et si la pratique s'est perdue depuis quelques années, l'objet fait encore partie du patrimoine dans le cœur des amateurs. Il y a une clientèle qui est un peu plus élitiste qu'à l'époque. À l'époque, on fumait beaucoup, énormément, comme on a énormément fumé la cigarette, ou on a énormément fumé le cigare et la pipe. Aujourd'hui, c'est plus élitiste, donc on cherche plutôt des belles qualités, des jolis bois, des belles finitions, un beau travail. Voilà. Pour sa part, Pierre Voisin privilégie pour ses pipes la matière traditionnelle de la bruyère qu'il taille entièrement à la main en faisant bien attention au sens du veinage de la racine choisie. La découpe de la tête de pipe a été faite en fonction du sens du veinage. Donc on a le veinage tout autour, qui est droit, avec le nœud du bois en dessous et tout le veinage qui monte. Un détail technique qui décuple les arômes du tabac à l'allumage et favorise un fumage doux en plus d'être esthétique. Voilà une pièce complètement terminée, sur laquelle vous avez donc le bord de racine qui est ici, le nœud du bois qui est en dessous, les flammes qui partent tout autour, comme on le voit ici. Ça, c'est vraiment le plus beau de tout. Et ici, un tuyau fait main, en acrylique, de couleur écaille. Tout au début, on travaillait la corne, parce qu'on ne connaissait que ça. Donc c'était de la corne de vache, tout simplement, qui était travaillée avec des jolies couleurs bien nuageuses de corne de vache. Et ensuite, on a commencé à connaître d'autres matières plus synthétiques, on va dire, comme les bonites. Les bonites, c'est un peu la matière des vieux téléphones noirs, c'est pareil, hein, ce qu'on appelait de la bakélite. Voilà, bah ça, ce sont toutes les formes de tuyaux et bonites en moulage brut qu'on va utiliser pour faire les montages de pipes en bruyère. Ça, c'est le montage le plus traditionnel en ébonite, c'est ce qui se fait le plus couramment. Et si le montage des différentes pièces suit toujours les mêmes règles de proportion, les formes et les couleurs se déclinent à l'envi selon l'inspiration du maître pipier, comme cette pipe sculptée en écume de mer, une roche calcaire extraite en Anatolie et également prisée dans la fabrication des pipes. Alors l'écume de mer, c'est une matière très tendre, très poreuse. C'est une matière qui est très légère, dont la formule chimique se rapproche assez près de la formule chimique du talc. Et c'est une matière très solide. Ça ne casse pas. Par contre, c'est une matière, si je prends mon ongle et que je donne un coup d'ongle dedans, elle est tellement tendre que je vais me faire une marque avec mon ongle. Voilà. Donc c'est une très belle matière dans laquelle on fabrique de très belles pipes. Il y a eu des choses magnifiques de fait, des sculptures superbes. Et puis une fois qu'elle est fumée et culottée, elle va se patiner et se teinter, elle ne va pas rester blanche. Et cette pipe brunie par le temps et plusieurs générations de fumeurs a forcément pour son propriétaire une grande valeur sentimentale. Je vois souvent des fumeurs me rapporter leur pipe en me disant « c'est la pipe de mon grand-père, j'y tiens beaucoup ». Moi je regarde la pipe, je dis « bah
j'en ferai pas grand-chose, mais je leur répare et je leur entretiens leur pipe parce que c'est la pipe de leur grand-père ou de leur oncle, etc. et qu'ils veulent la refumer. Et voilà. Pipe droite, courbée, laquée ou encore patinée par le temps, Pierre Voisin prolonge ainsi un peu plus cette tradition qui nous vient de loin. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!